Donc on continue. Donc premier jour on a fait le Schrödinger, deuxième jour du Otto. Donc on va mixer Otto et Schrödinger pour retrouver l'équation de Newton sur les chemins. Alors pour faire venir les gens, je commence par un modèle extrêmement simple. Un simple modèle. Hein. Je prends une application grand F, de Rn dans R, je suppose C2, et puis je vais faire ça de façon assez naïf. Quel que soit xy appartenant à Rn, je définis un coût, le coût pour aller de x à y, je prends epsilon positif, donc ça dépend de f, de epsilon. C'est l'inf sur tous les chemins entre 0 et 1 de xs point carré plus epsilon carré grade f carré de xs ds. Alors je divise par 2, c'est plus agréable, mais ça ne change pas grand-chose. Donc j'ai défini un coût le coût de l'aller de x à y. Et ceci, je prends quel que soit xs qui va de 0,1 dans Rn. x0 c'est égal à petit x, x1 égale à petit y. D'accord? Donc évidemment, quand epsilon vaut 0, on sait ce que c'est. Donc si epsilon vaut 0, A0f de xy, bon il n'y a plus de f, ce n'est rien d'autre que x moins y au carré sur 2, parce que je me suis placé dans Rn par simplicité. Et puis je vais décrire un petit peu dans ce cas complètement élémentaire ce que j'ai fait hier sur Otto. Donc on peut définir le flot gradient. Donc le flot de gradient. Et bien qu'est-ce que c'est? C'est une explication. Alors j'ajoute un petit t dans ce cas-là. xt point, c'est moins grade f de xt, et puis je pars de x0 égale petit x. Donc c'est une EDO. On suppose ces conditions qui est suffisante sur f pour que ça définisse une solution définie sur R+. Donc xt c'est une application dans ce cas-là qui va de 0 au plus infini dans Rn. Et puis on note xt, st de petit x. Donc c'est le flot gradient partant de petit x. Donc ça c'est assez élémentaire, on a fait hier en dimension infinie. Alors si je dérive dans mon flot gradient, d sur dt de st de x, par définition, c'est moins grade f de st de x. Bon, ça c'est normal, c'est la définition. Je continue, d sur dt2, d2 sur dt2, st de x, c'est moins la hessienne de f, toujours appliquée à st de x, fois grade f de st de x. Et puis il n'y a plus de moins. Donc c'est 1/2 de gradient de gamma de f. Je vous rappelle que gamma, c'est le carré du champ, c'est juste pour simplifier un peu les écritures. Donc là, si c'était xt, donc en fait, l'accélération, vérifie évidemment, c'est assez élémentaire, une équation de Newton. J'appelle ça l'équation de Newton, parce que ça me rappelle quand j'étais au lycée et on faisait l'équation de Newton pour la chute d'un corps. Donc c'est pour ça que j'appelle ça l'équation de Newton. Alors si on fait un petit peu de calcul de variation élémentaire, là-dedans, on voit que les minimiseurs vérifient aussi cette équation de Newton. Donc les minimiseurs,
de A epsilon F, vérifie. XS point point égale epsilon 2 sur 2, grade F, grade de gamma F de XS avec X0 égale petit x et X1 égale le petit y. Bon, ouais. Tu as rajouté ton epsilon carré, c'est une espèce de relaxation par rapport à comment on fait, on calcule les variations. Alors, si tu veux, ou bien je prends epsilon égale 1. Enfin, je perturbe ma distance. On va faire Epsilon tend vers 0 ouais. Plus tard. Bah si, alors on peut le faire. Moi je suis dans Rn, F est absolument sympathique. Évidemment, A, ça tend bien vers la distance au carré. D'accord, alors je ne vais pas maintenir un suspense incroyable, mais bon, on voit bien que c'est la même chose qu'on va faire en dimension infinie, ici avec Schrödinger, et ici la distance W2. Donc on va essayer de comprendre simplement en dimension finie. Donc là, c'est juste simplement un calcul de variation absolument basique qui nous donne que les minimiseurs vérifient l'équation de Newton. Alors, je ne suis pas mécanicien, mais cette équation de Newton est extrêmement riche, beaucoup plus riche que cette équation de flot gradient. C'est vraiment une quantité de solutions incroyable. En particulier, si je prends F qui est un peu tordu, je n'ai pas unicité de la solution d'équation de Newton. Il y en a plein. Partant de X et allant en Y, il y a plein de façons. Si F est un peu pourri, il y a plein de façons de résoudre cette équation de Newton. Et ça, c'est a priori assez surprenant. Donc, j'ai donc un Lagrangien. On va noter comme les mécaniciens. Q, c'est la position. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça Q, la position. Parce que P, c'est le moment, la pulsion. Donc ici, c'est V carré sur 2 plus gamma de F appliqué à Q et à l'epsilon carré. D'accord? On a un Hamiltonien qui est la transformée de Legendre. Donc cette fois-ci, P, c'est la pulsion, je crois. C'est P au carré sur 2 moins epsilon carré gamma de F Q sur 2. Alors on peut écrire l'équation de l'aire Lagrange, bah, elle est là, bon, c'est pas la peine de le refaire. On peut écrire le système hamiltonien, mais vu que mon hamiltonien est quand même simple, bah, c'est encore à peu près l'équation de Newton, il n'y a pas de grosse différence. Mais on peut se poser une question assez élémentaire, qui est si XS est un minimiseur, on souhaite faire comme si XS était un flot gradient. Ça ne l'est pas. Ça l'est que si on a des conditions initiales et finales vraiment particulières. Mais a priori, ce n'est pas un flot gradient. Mais on peut se demander, tiens, comment dépend XS de XS point? On cherche psi S tel que XS point égale grade psi S de XS. Une question assez naturelle. Comment dépend XS point de XS? Ah ben, je vais le faire avec vous, c'est quand même, je vais être capable de le faire. Donc je dérive ici. XS point point, c'est le gradient de ds de psi S de XS plus le gradient de psi S de XS fois XS point
Ouais, mais je sais que c'est un minimiseur, donc ça vérifie l'équation de Newton. Donc ici, ça c'est égal à epsilon 2 sur 2 gradient de gamma de f de xs. Et ce machin-là, je sais ce que c'est. C'est grade de psi s de xs. Alors non, oui, alors c'est pas très bien écrit tout ça. Hein. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que l'on obtient? Le gradient de quoi? De ds de petit s de xs. Ici, on reconnaît la hessienne fois le gradient, donc c'est le gradient du nouveau du carré du champ, plus 1/2 de gamma de f de xs égale, ou le moins, epsilon 2 sur 2 gamma f de xs égale 0. Donc au final, alors là, il y a le gradient, donc en fait c'est égal à une constante. On peut faire un shift pour que cette constante soit égale à 0 ici, donc retirer le gradient. Et on a que psi s vérifie, évidemment. Alors j'écris des bêtises, moi. Ici, c'est pas ça. Ça, c'était bon. Mais bon. Donc là, ça fait 1/2 gamma de psi s de xs moins epsilon 2 sur 2 gamma f de xs. Donc, qu'est-ce que je reconnais ici? Exactement mon Hamiltonien. Bon, ce qui est assez naturel. Donc c'est au point petit x appliqué à grade psi s de petit x égale 0. Donc là, c'est calcul classique en mécanique, mais je ne suis absolument pas un mécanicien. Voilà, je le retrouve comme ça. Donc psi s va vérifier une équation de Hamilton-Jacobi. Donc ça, c'est une équation de Hamilton-Jacobi. Donc voilà ce que je peux dire sur ce modèle extrêmement simple de mécanique. OK? Donc, la dernière chose sur la dimension finie, c'est évidemment un exemple qui m'est sympathique. Je prends f de x égale x2 sur 2. Bon, j'ai bien le droit. Dans ce cas-là, gamma de f, c'est égal à x2 sur 2, x2. Donc ce point x. Donc j'ai une équation de Newton. Donc j'ai un flot gradient. Bah, c'était égal alors xt point et moins égale moins xt. Donc ça, je sais résoudre. Et donc on a st de petit x qui vaut exponentielle moins t de x. Et puis c'est un des seuls exemples, ou le seul, enfin il y a sûrement d'autres exemples, mais celui-là il est sympathique, où je peux résoudre l'équation de Newton. Donc Newton. Et qu'est-ce que j'obtiens? Donc je prends xy appartenant à Rn. J'obtiens que xs, ça vaut s epsilon s de alpha plus s epsilon de 1 moins s bêta, où alpha bêta vérifie une équation assez simple
x, donc quand S vaut 0, ça vaut alpha plus S epsilon de bêta, et y, c'est S epsilon de alpha plus bêta. Donc un petit système qui permet de voir le truc. Alors c'est évidemment, cet exemple m'intéresse beaucoup, parce qu'on retrouve exactement Schrödinger. Bon, on admet que le plus étant changé en multiplié, mais c'est exactement le problème de Schrödinger vu en dimension finie. Donc il y a une compétition entre du forward et du backward ici. Alors, surprenant, hein? Donc je pense, alors, la dimension finie n'a rien à voir avec la dimension infinie, mais je crois que c'est quand même le modèle qui se compare le mieux avec le modèle de Schrödinger, qui est un modèle en dimension infinie. Et alpha et bêta ne sont pas complètement... Bon, c'est simple à résoudre, c'est une équation, c'est un système de 2. Hein. Mais c'est un briquet. Hein. Alpha, c'est vraiment un briquet en fonction de x et de y et de epsilon. On voit un truc, on ne voit pas de structure vraiment naturelle derrière. Il y a un mix là-dedans. En tout cas, dans cet exemple-là, tout est bien explicite. Donc mon but ici, on plonge tout ça en dimension infinie et on fait le lien avec le problème de Schrödinger, vu comme un coup, il n'est plus marqué là, hein, comme un Lagrangien en dimension infinie qui permet de calculer la distance de Schrödinger, le coût anthropique. Donc c'est en dimension infinie. Alors, malheureusement, tout est un petit peu heuristique, sauf dans le cas de Schrödinger. Hein, tout est vraiment fait, on fait ça avec les mains, sauf si on est dans le cas de Schrödinger. Donc je me donne une application, une fonctionnelle f, qui va de m, je vous rappelle que c'est égal à l'ensemble des probabilités sur une variété compacte, dans R. Donc on pense, nous, évidemment, f de mu est égal à mu log mu. Donc je le répète, tout ce que je raconte est rigoureux lorsque c'est l'entropie, et ce n'est absolument pas rigoureux, pour l'instant, si f n'est pas égal à l'entropie. Celle-là. Donc pour l'instant, on est bloqué. Donc je définis à ronde, epsilon de f de mu nu 0 à 1 de mu s point carré plus epsilon carré sur 2 plus gamma de f au point mu s ds. Mu s, donc c'est un chemin. Dans M, évidemment, mu0 égale mu, mu1 égale nu. Donc déjà, j'ai un problème. Bon, pour que ce soit défini, il faut bien que je parle tout de suite d'un chemin qui est absolument continu par rapport à la distance de Wasserstein, pour que ce soit propre. Et puis là, j'y vais, gamma, moi je ne me dérange pas, gamma de f, ce n'est rien d'autre que la norme du gradient au carré. Évidemment, je peux définir un carré du champ. Ça ne complique pas plus les choses. Je peux définir un carré du champ sur une fonctionnelle de dimension infinie. Alors le gamma, c'est intéressant parce que à partir du carré du champ, on peut définir la hessienne aussi, hein, sans parler de connexion ou de dérivée covariante ou de rien du tout. La hessienne, c'est un objet qui est intrinsèquement dans le carré du champ. Par exemple, c'est une remarque, hein. Mais la hessienne, en dimension finie ou infinie, hein, de f appliquée à grade f, grade h, un petit calcul, ça va être une définition, mais c'est rien d'autre que 1/2 de gamma de f
gamma de fg, non pas du tout, gamma de f, gamma de grand F g plus gamma de f de g, gamma de f, f, moins gamma de f, gamma de fg. Donc cette formule un peu barbare permet de définir proprement sur une variété en dimension finie, en dimension infinie, la hessienne d'une fonctionnelle comme étant un mix de plein de carrés du champ. Bon, ça c'est anecdotique. Donc c'est pas délirant de définir le carré du champ en dimension infinie. OK. Donc on y va. Alors c'est une proposition qui est pas extrêmement rigoureuse parce que de toute façon, je sais que c'est vrai que si grand F c'est l'entropie, mais j'ai défini ma connexion hier, et puis on voit qu'elle est sans torsion, donc on peut faire du calcul variationnel en dimension infinie avec le calcul d'auto. Et donc les minimiseurs vérifient l'équation de Newton, l'accélération c'est le gradient de mon carré du champ, gamma de grand F. Bah oui, mu 0 égale mu. Donc si on fait une preuve heuristique, on fait juste un calcul de variation élémentaire, on fait un petit changement par rapport au minimiseur, et on obtient ça. D'accord, donc c'est une équation de Newton, qui est écrit extrêmement simplement comme ça. Alors, on est content, en même temps, on ne voit pas grand-chose de ce qui se passe, donc je vais peut-être le réécrire sous forme de dp. ds mu s plus la divergence de mu s grade phi s égale 0, ça veut dire que phi s, grade phi s, c'est ce que j'ai appelé la vélocité. Ça, c'est inclus là-dedans. Ah, mais j'ai déjà calculé, moi, l'accélération. Alors, je vais prendre, à partir de maintenant, pour simplifier, F égale l'entropie. Et puis j'écris ce machin-là, et c'est quelque chose d'assez simple. ds phi s plus 1/2 de gamma de phi s. Ça, c'est mon accélération. Égale à quoi? Epsilon 2. Alors là, c'est un peu barbare. C'est Laplacien de mu s à la puissance 1,5 sur mu s à la puissance 1,5. Bon, c'est ça. Avec évidemment des conditions initiales. Mu 0 égale mu 1 égale nu. Alors, bon, c'est les journées GDR, donc il n'y a pas trop de personnes qui travaillent dans la mécanique des fluides, mais ça peut s'écrire en termes de mécanique des fluides de la façon suivante. Donc ça, c'est ds de grade phi s que j'écrive pas de bêtises, plus la divergence de mu s grade phi s tenseur grade phi s égale epsilon 2 sur 2 mu s gradient de Laplacien mu s 1,5 mu s 1,5. Tu peux expliquer comment on passe de la première à
Là. Donc la première équation, c'est la vitesse. On n'a pas le choix. C'est la définition de μs, il existe. Et la deuxième, ça, c'est l'accélération que je définis hier. Et ça, ben, je fais un petit calcul assez élémentaire, qui c'est le gradient de gamma de cette fonctionnelle. Le point, en fait, c'est l'accélération. c'est le D, le grand D. Oui, j'ai dérivé covariante la vitesse. Et ça, c'est un petit calcul. Ça, c'est un petit calcul élémentaire. Dans le calcul d'auto, on calcule le gradient d'une fonctionnelle qui est moche, hein, mais enfin, c'est le gradient de l'information de Fisher, plus ou moins. Et j'ai oublié les conditions initiales, mu0 égale mu, mu1 égale nu. Et là, les spécialistes disent, ah, mais ça, c'est l'équation de l'air. C'est l'équation de l'air compressible. Bon. Et on cherche à résoudre ça. Et là, il y a un petit gars qui est très malin, qui s'appelle Giovanni Conforti, qui regarde dans les yeux, ce machin-là, il dit « Ah, mais je connais une solution. » Et là, je ne sais pas comment il a pu imaginer ça. Mu S, P epsilon SF, P epsilon 1 moins S, G est solution. Est une solution. Il met ça dedans comme un bourrin et il dit « Ah, j'ai une solution de ce machin-là, de cette équation de l'air compressible. » Donc, l'air compressible avec un terme ici un peu particulier. Bon, l'epsilon. Et il dit « J'ai une solution. » Et je ne vais pas le faire devant vous. C'est effectivement, on fait les calculs. Alors, c'est peut-être plus agréable là-dedans. On fait les calculs et ah, bingo, ça marche pour n'importe quel couple F et G. Après coup, c'est assez naturel, mais bon. Effectivement. Alors, déjà, c'est un peu miraculeux qu'on ait une solution de l'équation de l'air compressible. Alors, attention, tous les gens qui travaillent en mécanique des fluides, ils travaillent sur ces équations-là. Donc, peut-être que parfois, ils changent un petit peu ce qu'il y a là. Mais là, c'est un problème au bord. Hein. En mécanique des fluides, bon, déjà, ils ne prennent pas un gradient, mais si on veut, on peut prendre un champ de vecteurs. Mais ils se donnent une condition initiale, mu0. Ils se donnent grade phi 0. Et ils disent, ah, est-ce que j'ai une solution de mon équation de l'air compressible? Donc c'est un autre problème, probablement plus compliqué. Moi, je me donne mon condition initiale, ma condition finale. Y existe-t-il phi et un chemin mu tel que on ait une solution de ce type-là? D'accord? Donc c'est vraiment un problème un tout petit peu différent. En tout cas, une solution. Je ne sais pas s'il y a unicité de solution pour l'équation de l'air compressible. Je n'ai aucune idée. Là, il faudrait être carrément malin, et je ne sais pas. Au même titre que dans le cas de dimension finie, je sais que je n'ai pas unicité de la solution de l'équation de Newton. Donc, peut-être qu'on n'a pas unicité ici de l'équation de l'air compressible avec condition aux limites. Alors, la petite histoire aussi, c'est que j'ai une autre. Alors, il y a même une solution aussi qui est rigolote, c'est que si je remplace G par 1, c'est-à-dire que je retire ce terme-là, ben, le semi-groupe de la chaleur est encore solution de l'équation de l'air. Ça, c'est quand même assez étonnant, avec une condition finale, évidemment, qui est particulière. La petite remarque qu'a fait, qui était bien connue, mais qu'il a définie comme ça, c'est de Max von Renesse. Ah, il dit, ah, mais je connais notre solution ici. Si je prends epsilon égale i, nombre complexe, ça veut dire que je remplace ici epsilon 2 par moins 1. J'ai une solution, c'est l'équation de Schrödinger. Donc, vous faites la transformation de Madelung. Et une solution ici, cette fois-ci, c'est l'équation de Schrödinger, l'équation complexe. Donc ça c'était connu depuis longtemps. Mais von Renesse a démontré en fait que l'équation de Schrödinger
après transformation hein, de Madelung, vérifier en fin de compte une équation de type de Newton, avec un moins ici, dans le sens du calcul d'Otto. Donc là, c'est plutôt rigolo. Donc, j'ai une équation, une solution. J'ai une solution d'équation de Newton. Donc tout ça pour dire que, de façon rigoureuse, je ne sais pas trop ce qui se passe pour l'équation de Newton, mais dans le cas qui m'intéresse, lorsque la fonctionnelle c'est l'entropie, j'ai une solution qui est de classe C infini, et je peux définir pour cet objet-là, et c'est bien solution, et même propre, parce que tout est C infini, de ce système d'équations, donc d'équations de Newton. Je vous rappelle que donc mu S, c'est P epsilon S F P epsilon 1 moins S G, j'oublie la mesure riemannienne ici. Mu S point, vous faites un petit calcul assez élémentaire, vous voyez que c'est exactement égal au log de, il y a un epsilon devant, de P epsilon 1 moins S G sur P epsilon S F. Et puis l'accélération, c'est un peu plus compliqué, donc je ne vais pas l'écrire. Et donc le but ici, c'est de démontrer le théorème important, et l'unique théorème que j'ai démontré. C'est que 2 fois Schrödinger en epsilon de mu nu, c'est le coût anthropique. Donc mon minimiseur F de mu nu, puis un terme correctif. Donc l'entropie de mu, c'est mu log mu. Donc voilà ce que je voudrais démontrer ici. Alors, il y a bien quand même des conditions, hein, on va faire simple. Hein. N, c'est une variété, comme j'ai dit, compacte, régulière. Mu nu, son C infini, et densité strictement positive. Voilà, pour simplifier, puis après, on pourrait à la rigueur prolonger. Alors ça, pour nous, c'est intéressant, parce que c'est le problème de Schrödinger qu'on a vu le premier jour. C'est un coût anthropique, c'est une minimisation d'entropie. Et puis là, en fait, on minimise sur les chemins qui, au final, n'a pas grand-chose à voir avec les probabilités sur les trajectoires. Il manque de l'information. Donc, on voit que c'est exactement la même chose. Et donc, ça s'appelle évidemment la formule de Menamou, Brenier. Ben, on appelle ça Schrödinger. Donc, ça a été démontré par Giorgio Pavone et Chen, Giorgio Pavone, et puis en même temps par Léonard, Ripani et moi-même. Et puis il y a une très belle démonstration que je vous propose maintenant, qui a été donnée par Tamanini et Gili en 2010. Je ne sais pas si c'est publié ou pas, en 2019, enfin, c'est très récent. Et je vous propose la démonstration de Tamanini et Gili. Bon, c'est très simple. Enfin, c'est simple, c'est pas très compliqué et élégant. Donc la preuve, hein. La preuve, c'est on prend un chemin, mu S, entre mu et nu. On suppose mu S régulier et on a calculé ou on suppose qu'il y a
une vélocité. Donc on prend tous les chemins où on arrive à écrire ça proprement si vous voulez faire ça. Alors c'est pas phi, psi s. Moi je sais par contre, il y a aussi autre chose, c'est que je connais nu s. Ça c'est l'interpolation anthropique. Donc je sais que nu s s'écrit comme P epsilon S F, P epsilon 1 moins S G. Je connais sa vélocité, c'est epsilon log P epsilon 1 moins S G sur P epsilon S F. Alors ce que je n'ai pas dit, je le dis maintenant, c'est qu'à la fin du premier cours, j'ai rajouté l'epsilon un peu brutalement et on s'est perdu. Et le epsilon que je rajoute, il apparaît évidemment ici dans le semi-graphe chaleur parce que c'est epsilon laplacien. Donc j'ai changé le temps. Donc il existe un couple F et G. Mais attention, hein, je ne le marque pas, mais F et G dépendent méchamment de epsilon. C'est ça vraiment hein, la grosse difficulté. Comme tout à l'heure dans mon baby modèle, alpha-bêta dépendait très sérieusement de epsilon. Hein, c'est une dépendance qui est moche. Donc si je fais tendre epsilon vers 0, j'y vois rien là. Parce que je ne sais pas du tout ce que fait epsilon 0. Ou si je fais tendre epsilon vers l'infini, pareil, je ne vois absolument rien de ce qui se passe. Mais là, je peux travailler. Je travaille d'ailleurs epsilon égale. J'ai pris epsilon. J'ai gardé epsilon, mais j'aurais pu prendre epsilon égale 1. C'est comme. Mais je trouve que c'est plus agréable de garder ça. Et on sait que nu s vérifie les newtons. Ça, c'est Giovanni Conforti qui l'a démontré. Hein, que le mot d'interpolation anthropique vérifie l'équation de Newton. OK? Bon, bah alors je vais faire la démonstration ici. Minimiseur de qui? Oh, de mon coup là, à grand A, c'est ça? Oui, c'est une bonne question. A priori, non. Mais ça va être le cas. Ça va effectivement être le cas, puisque, oui, par la formulation, on n'a plus trop le choix. Mais c'est vrai que c'est une bonne question. Vu que, côté un peu, je ne sais pas s'il y a d'autres solutions. Mais je sais que le problème de Schrödinger a une unique solution. Donc ça, c'est. Par contre, l'équation de Newton, je ne sais pas. Alors, je fais le petit calcul. Dont l'équipe toulousaine est bien friand sur les semi-groupes. Donc, je fais d sur ds de phi s d mu s. Donc, ils ont eu l'idée, Tamanini et Gili, de faire ça. Donc, je couple un mu s, c'est un chemin au hasard. Et là, je n'ai pas dit qui c'était. Et phi s, c'est la vélocité de nu s. Donc, je mixe les deux chemins par ce biais-là. Bon, ben, ça, c'est ds phi s mu s plus phi s ds mu s. OK. Mais je sais que nu s phi s, c'est la vélocité du coup anthropique, donc ça vérifie l'équation de Newton. Elle est encore là. Donc ça vaut moins 1,5 de gamma de phi s moins epsilon 2. Alors je l'écris un peu différemment. Ça c'était une forme condensée, mais je peux l'éclater pour que ce soit plus joli. Enfin, j'ai pas le choix de toute façon. Donc ça vient plus là. Epsilon 2 log de nu s alors j'écris des bêtises
log de nu s sur 2 moins Laplacien de nu s sur 2 fois mu s. Donc vous faites confiance. C'est quand je développe le Laplacien de mu s à puissance 1,5, ben, il me sort des machins comme ça. Puis ici, je sais que mu s a comme vélocité grade phi s. Donc ça fait exactement plus gamma de phi s mu s. Donc je peux enlever le mu s qui est là, l'intégrale. Donc c'est un truc assez moche, mais bon, je peux faire quelques intégrations par partie ici et retrouver ce qui me plaît. Donc ça me donne quoi? Un moins 1,5 gamma de phi s plus gamma de phi s psi s qui est là. Ça, c'est le premier terme. Plus 1,5 de gamma de mu s de log nu s plus moins gamma log nu s mu s. Ce sont juste une intégration par partie qui est là, et j'ai oublié l'epsilon 2. Donc j'ai réussi à séparer ce qui jouait la vitesse, la vélocité, et ici ce qui joue la mesure, la position. Alors, vous savez que le carré du champ, c'est une forme quadratique positive. Et donc, je peux faire du Cauchy-Schwarz. Donc ici, je peux faire un Cauchy-Schwarz ici. Et il me reste quoi? Inférieur ou égal à 1,5 de gamma de psi s. Ici, je peux faire du Cauchy-Schwarz. Pareil, plus epsilon 2 sur 2. Gamma de log de mu s. Mu s. OK? Donc c'est simplement du Cauchy-Schwarz ici. Alors, je reconnais ici, je vous rappelle que psi s, c'est la vélocité de mu s. Donc ça, ce n'est rien d'autre que mu s point carré sur 2, par définition. Et puis, le gradient de mu de l'entropie, je vous rappelle que c'est grade log mu. Donc si je prends ça, son gamma, son norme au carré fois mu, j'ai retrouvé ici exactement plus epsilon 2 sur 2 gamma de l'entropie appliquée à mu s. Par définition. Et ça, c'est parfaitement rigoureux. Donc je peux intégrer ici entre 0 et 1. J'intègre tout ça entre 0 et 1. ds. Qu'est-ce que j'ai obtenu ici? Phi 1 des mu 1, mais mu 1, c'est nu. Moins phi 0 mu est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1. Mu s point carré sur 2, plus epsilon 2 sur 2, gamma de mu s, gamma de f, appliqué à mu s, ds. Pour n'importe quel chemin. Mon interpolation anthropique, mon US optimal, qui vérifie Newton, a complètement disparu ici. Donc je peux prendre l'inf ici, parce que j'ai pris n'importe quel chemin. Et on a ici que ce machin-là est inférieur à l'inf. Bah oui. Puisque mu s, c'est un chemin
que j'ai pris absolument continu, pour que tout existe. Oui, mais je n'ai fait que 2 inégalités de Cauchy-Schwarz. Et le cas d'égalité, c'est évidemment quand il y a égalité dans phi s et psi s. Et ici, entre mu s et nu s. Mais si mu s égale nu s, c'est-à-dire qu'on a l'interpolation tropique, si c'est les mêmes, ils ont la même vitesse. Donc au final, on a bien égalité ici, puisque ça ne dépend pas. Et ça, c'est exactement le coût anthropique. Enfin, le coût, je ne sais pas quoi, mon action, l'entropie, epsilon de mu nu. Après, c'est un petit calcul élémentaire, qu'il n'est absolument pas, que je ne vais pas faire là. C'est que phi 1, je le connais, puisque j'avais calculé phi là-bas. Phi 0, je le connais. Je mets ça ensemble, et hop, qu'est-ce que je retrouve? Le coût de... J'ai malheureusement effacé la formule. Je retrouve exactement, avec un petit terme correctif, le problème de Schrödinger entre mu et nu. Donc on arrive pile poil à ce qu'on voulait d'une formulation de Benhamou-Brognier Schrödinger. Donc avec cette démonstration de Gili Tamanini, qui est assez rusée. Si, bien sûr. Et on a eu une formule qui nous reliait ça à ça. Parce que dans le problème de Schrödinger, qui était un lymphe d'entropie, je connaissais les extrémales, parce qu'il y avait une unique extrémale qui était donnée par ça. Donc je peux calculer explicitement qu'est-ce que ça vaut. Et on trouve que c'est plus ou moins ce qu'il y a. Il y a un plus epsilon de l'entropie de mu plus l'entropie de nu, bon, un terme en plus, quoi. Donc, si vous connaissez un peu le transport optimal, moi je vois 3 théorèmes magnifiques dans le transport optimal. Le premier, c'est Kantorovitch. Deuxième, c'est le théorème de Brognier, qui dit qu'il est une unique fonction convexe. Et le troisième, c'est la formulation dynamique de Benhamou-Brognier. Donc ça, c'est Benhamou-Brognier, appliqué à Schrödinger. Donc je rajoute une perturbation epsilon, et ça, c'est chouette. Le premier théorème de Brognier, pour moi, c'est exactement ça. C'est que j'ai le minimiseur qui a une tête absolument formidable. Alors, il y a eu une démonstration du théorème de Brognier par Mikami, par un problème de contrôle stochastique. Et plus ou moins, il fait ça. Il utilise cette formulation, sans l'expliquer, sans l'expliciter, mais il va faire ça en contrôle stochastique pour redémontrer le théorème de Schrödinger, le théorème de Brognier. Et le troisième théorème de Kantorovitch, il existe aussi ici, je ne veux pas le refaire, c'est-à-dire que le problème de Schrödinger est aussi un sup sur une certaine classe de fonctions. Et c'est un théorème qu'on a démontré qui est assez similaire et qui n'est pas très compliqué à voir. Alors je voudrais finir par des petites considérations de mécanique, dans mon cas à moi. Donc on est en train de regarder ça un petit peu avec Christian Léonard. Donc il y a Christian Léonard qui a écrit un survey sur Schrödinger. Donc Christian, c'est vraiment quelqu'un qui a passé des années à essayer de comprendre ça, de simplifier les preuves et de les rendre souvent incompréhensibles. Parce qu'il a une telle généralité de processus non réversibles, etc., que c'est assez compliqué. Alors nous, on a un Lagrangien. On va l'écrire comme ça. Ça vaut grade phi carré des mu gamma de l'entropie. Et on peut rajouter epsilon. Non, je ne mets pas d'epsilon, c'est plus simple.
Donc je prends epsilon égale 1. Donc j'ai un Lagrangien, défini ici sur la position, et puis les vitesses. Bon, je peux définir évidemment un... Alors, comment je l'écris ça? Donc, je peux aussi regarder grade phi, même si ce n'est pas très joli, puisque normalement on est dans le dual. Normalement, ça n'écrit pas trop comme ça, parce que ça reste dans le dual, ici, la position, et la vitesse, et puis la pulsion. Moi, je garde comme ça, écrit comme ça. Donc, on peut se demander, donc dans le cas de Newton, on a mu s point point, qui vaut epsilon 2, 1,5 de gradient, de gamma de l'entropie au point mu s. On peut se poser la question de nouveau, tiens, on cherche, j'appelle ça US, tel que mu s point, c'est le gradient au point mu s de US. C'est-à-dire, je sais que mon équation de Newton n'est pas un flot gradient, mais bon, on peut essayer de voir comment ça bouge en fonction de cette fonctionnelle US. US jouant le rôle de psi s de tout à l'heure. Donc US, c'est une application qui va de 0,1 croix m dans R. C'est assez naturel. Alors, je peux refaire le calcul, mais on voit bien que c'est exactement le même que tout à l'heure, puisque j'ai défini un calcul différentiel assez élémentaire. Et donc, il faut que US soit solution de l'équation de Hamilton-Jacobi ds US appliqué à mu plus 1,5 de gamma US de mu. Donc ça, c'est vraiment l'équation d'Hamilton-Jacobi en dimension infinie. OK, j'ai défini un carré du champ en dimension infinie. Mais mon Hamiltonien, il a ce terme-là, mais il a aussi ce terme-là. Donc ça doit être égal. Alors il ne faut pas se tromper dans les termes, c'est égal. Donc pour que ça fonctionne, il faut que US soit solution de cette équation d'Hamilton-Jacobi en dimension infinie. Alors, moi j'ai essayé de travailler un petit peu sur Hamilton-Jacobi, je ne comprends pas toujours tout. En particulier, je peux prendre encore 35 minutes? En particulier, on m'a toujours expliqué, attention, Hamilton-Jacobi, c'est pourri. Ça ne régularise pas du tout, parce que moi, je viens plutôt de la communauté des équations paraboliques. Les équations paraboliques, type la chaleur, ça régularise tout. Et à chaque fois, on me dit, oh non, Hamilton-Jacobi, c'est pourri. Donc évidemment, si je prends l'équation dtu plus gradu carré sur 2 égale 0, la plupart du temps, mais la plupart, pas toujours, la solution n'est absolument pas régulière. Même si vous partez de U0 qui est régulier, la solution n'est pas régulière. Alors si je continue un peu avec cet exemple-là, ou alors l'exemple très joli en dimension finie, c'est celle-là. Et celle-là est très moche aussi, parce qu'en fait, à un changement de temps près, c'est la même que celle-là. D'accord? C'est défini par la solution de Hopf-Flachs. A priori, la solution n'est pas régulière.
Puis on se rend compte avec Christian Lénard que parfois, si, c'est très régulier. Donc là, je suis un peu perdu. Et cette équation-là, j'ai la solution. La solution, elle est très simple. Je pose US de mu, Q T1 phi mu plus l'entropie de mu. Donc ça, c'est une solution qui dépend de mu. Phi, c'est une fonction. Et l'application Tx donne Q1, Qt1 de phi est solution de Hamilton-Jacobi et Bellman. C'est-à-dire qu'on rajoute un paramètre de régularisation dTu plus 1/2 de gras du carré égale. Donc c'est le 1 ici. Sur un epsilon ici. C'est pour ça que j'ai mis un 1. Cette équation est une équation parfaitement régulière. Elle est donnée par l'équation de la chaleur avec une exponentielle, un log, etc. Donc ça, c'est Hamilton-Jacobi-Bellman et ça régularise. Et vous faites le petit calcul totalement élémentaire. Vous dérivez par rapport à S. dTu vérifie ça. Vous remplacez. C'est une fonctionnelle qui est très régulière en S, puisque ça, c'est complètement régulier. Phi, c'est une fonction qu'on va prendre sympathique. En mu, c'est linéaire, il ne se passe rien, c'est complètement régulier. Et puis l'entropie, c'est une fonctionnelle qui est régulière. Donc, ça, c'est une fonctionnelle régulière. Vous calculez le gradient et vous voyez que c'est exactement solution d'équation d'Hamilton-Jacobi, qui, elle, et donc, admet des solutions aussi régulières que vous voulez. Et je vous rappelle qu'Hamilton-Jacobi n'est pas régulier, et même celle-là n'a pas de solution régulière, sauf condition initiale sympathique. Et c'est là, on voit, c'est que la condition initiale que j'impose ici, U0 de mu, qu'est-ce que c'est? Quand S vaut 0, je n'ai pas dit que... Donc là, c'est des S. U0 point, évidemment, c'est phi. Donc c'est la solution partant de phi. Donc U0 de mu, c'est phi mu plus mu log mu. Et donc j'ai des conditions initiales qui sont toutes petites en fait. Et c'est pour ça que j'ai une solution régulière. Si vous prenez une condition initiale qui est linéaire, presque linéaire, effectivement, il n'y a pas de choc dans votre équation d'Hamilton-Jacobi. Et comme ici, si on prend quelque chose qui est initial, qui n'est pas trop gros, qui est presque linéaire, vous avez une solution qui va rester, je pense, infinie en difficulté. Donc voilà, donc ça c'est l'équation. Solution d'Hamilton-Jacobi en dimension infinie. Je vais arrêter là. Merci de votre attention.